Vous écoutez Europe 1, il est 8h17. L'interview politique d'Europe 1, Jean-Pierre Elkabbach, vous recevez Jean-François Copé, le président de l'UMP. Messieurs, c'est à vous. Qu'est-ce que je lui dis d'abord ? Bonjour et bienvenue Jean-François Copé. Bonjour. Vous étiez inquiet comme Xavier Bertrand sur de nouvelles économies concernant le budget de la défense. Elle serait dangereuse et irresponsable, avez-vous dit. Manuel Valls vous a-t-il rassuré hier soir sur TF1 ? Non, il est resté très ambigu et cela confirme que le lièvre que Xavier Bertrand, au nom de l'UMP, a levé sur votre antenne mérite effectivement d'être levé. Nous sommes très nombreux à considérer qu'il y a là un vrai plan caché et j'en suis d'autant plus inquiet. Le contraire, lui. Et j'en suis d'autant plus inquiet que François Hollande, qui est jusqu'à nouvel ordre le président de la République et le chef des armées, s'est à au moins 3 reprises engagé à préserver les crédits de notre outil de défense. Donc je suis d'autant plus préoccupé qu'hier, entre autres ambiguïtés, M. Valls n'a absolument pas levé les inquiétudes que peuvent être les nôtres. Mais il faut peut-être dire les propos du Premier ministre. Les armées sont préservées, a-t-il dit. Chacun doit participer à l'effort. Est-ce que ça veut dire que les armées ont déjà donné ? Ou bien au contraire qu'elles doivent réduire leur budget au-delà de ce qu'a prévu la loi de programmation militaire prévue jusqu'en 2019, déjà votée et qui a été un casse-tête pour le ministre de la Défense et les chefs militaires. C'est une très bonne question. La loi de programmation militaire, nous avions compris que c'était pour solde de tout compte puisqu'on demandait déjà beaucoup d'efforts à nos armées. Alors on a un président de la République qui est isolé sur le plan diplomatique au point de ne pas réussir à convaincre nos partenaires d'amplifier l'effort de défense européen, qui est en train en réalité de fermer les yeux sur des restrictions qui viendraient au-delà pour ce qui concerne notre outil de défense à un moment où les menaces géopolitiques et terroristes sont présentes et où nous sommes, nous, au Mali et en Centrafrique. C'est intenable. Mais est-ce que ça veut dire que pour avoir les 50 milliards d'économies en 3 ans, il y a là l'influence des nouveaux titulaires de Matignon, c'est-à-dire Manuel Valls, et de Bercy, c'est-à-dire Michel Sapin et Christian Eckert ? Non, mais il n'y a pas de nouvelles influences. Vous savez, les choses sont en réalité pas du tout celles-là. Le problème, c'est que Manuel Valls, depuis 3 semaines, veut incarner la réforme, le changement, le courage. Et hier soir à la télévision, puis c'est quand même déjà la 3e fois qu'il vient faire un 20h en un mois, il était censé donner le coup d'envoi de la campagne européenne. Il n'a pas parlé d'Europe. Il a simplement annoncé des baisses d'impôts pour nos compatriotes les plus modestes, auxquels le gouvernement socialiste a infligé un coup de massue fiscale considérable depuis 2 ans. Je sais bien que la gauche aujourd'hui ne s'étouffe devant plus aucune contradiction, sauf que le même qui nous dit « je vais faire un plan de baisse de dépenses » ne nous dit toujours pas ce qu'il va baisser comme dépenses publiques. En revanche, nous apprenons qu'il y a une nouvelle baisse d'impôts, enfin une baisse d'impôts, qui aujourd'hui est en fait une nouvelle dépense non financée puisqu'il n'a pas le premier euro pour le financer. Quand il promet qu'en 2015, il y aurait une pression fiscale qui baisserait, vous le croyez ou vous ne le croyez pas ? Non, mais personne ne le croit. Il n'y a pas un Français qui y croit. Voilà, un gouvernement qui a augmenté de manière inédite les impôts et les charges des Français et qui en catastrophe fait semblant, comprenant que les Français le désavouent massivement, essaye de trouver des échappatoires à 2 semaines des élections européennes. Je trouve ça d'autant plus choquant qu'en réalité c'est le gouvernement des mots, avec un Premier ministre qui passe son temps à prendre un air martial pour nous annoncer des réformes censées, je le répète, incarner le courage, et qui dans les faits n'est absolument pas concret. C'est la raison pour laquelle à la tribune de l'Assemblée nationale, lui répondant, je lui ai dit, nous à l'UMP, nous ne voterons pas votre plan pour une raison très simple, c'est qu'il n'est pas documenté, que l'effort n'a rien à voir avec ce dont on a besoin et que vous ne réformez pas le pays. Jean-François Copé, si vous attaquez autant Manuel Valls, pour lui c'est peut-être bon signe. Est-ce que c'est pas la preuve que vous redoutez à la fois sa popularité et son avenir ? Vous savez, je crains malheureusement que je ne sois pas le seul à l'attaquer, parce qu'en réalité, il multiplie les ambiguïtés, et on ne sort jamais de l'ambiguïté à son détriment, à son avantage, pour inverser le proverbe. Et vous savez pourquoi ? Je vais vous dire pourquoi. Tout simplement parce que notre pays a besoin que l'on bouge ses structures et son modèle, et qu'il n'en fait rien. Notre pays a besoin qu'on assume... Très bien, attendez, à chaque fois on nous dit vous proposez rien. Je voudrais vous dire que nous proposons beaucoup de choses. Nous proposons un vrai programme de baisse de dépenses de 130 milliards que nous documentons. C'est là-dedans la suppression des 35 heures, c'est la vraie fusion des départements, des conseils généraux et des régions, mais pas ce changement institutionnel complet. On va voir ça, sans consulter les Français. Mais qu'est-ce que vous feriez sur la défense ? Vous toucheriez pas, vous, au budget de la défense ? Les 130 milliards ? Non, je pense que c'est irresponsable. Qu'est-ce que vous demandez au président de la République, chef des armées, là-dessus ? Non, mais sur la défense, je vous l'ai dit tout à l'heure, je pense qu'il faut absolument préserver notre outil. Mais qu'attendez-vous du président de la République ?
qu'il confirme d'abord ou qu'il infirme. Mais qu'il lève évidemment toutes les ambiguïtés là-dessus, mais que pendant ce temps-là, on ait le courage, ce que M. Valls ne fait pas, de poser la question de notre modèle social qui aujourd'hui fuit de partout du fait des fraudes, du fait qu'un certain nombre de gens en bénéficient sans qu'on évalue si ça leur permet de s'en sortir. Bref, tout autant de choses dont je mesure à Meaux, la ville dont je suis le maire, combien elle nécessite d'être suivie au cas par cas. Le Premier ministre s'est engagé, vous voyez, en prenant des risques, il dit lui-même, dans la campagne européenne. Il encourage à aller voter dans 13 jours. D'abord contre votre épouvantail commun préféré et peut-être usé, le Front National, symbole du populisme. Attendez, épouvantail commun, je ne suis pas d'accord. C'est un épouvantail parce que vous le sortez tous en permanence, le Front National, mais Marine Le Pen. Absolument pas. Elle va être premier parti. Est-ce que vous pensez que le Front National arrivera avant vous, l'UMP ? Moi, je vais vous dire une chose. Je ne laisserai pas dire épouvantail commun. Il y a une alliance que tout le monde a comprise depuis des années entre le Parti Socialiste et le Front National. Donc moi, j'en ai assez de cette manière de présenter les choses. Le Parti Socialiste, quand François Hollande, comme par hasard, il y a 8 jours, chez votre confrère Jean-Jacques Bourdin, dit tiens, on va remettre le droit de vote pour les étrangers. Vous ne pensez pas que c'est juste pour inciter... Bien sûr que c'est un chiffon rouge pour faire monter le Front National. Lorsque vous voyez la manière dont, sur cette affaire stupide et ridicule du maire de Villers-Cotterêts qui refuse de se rendre à une commémoration concernant cette abomination absolue que fut l'esclavage, quand vous voyez les socialistes en faire leurs frais, c'est tout simplement parce que c'est une manière pour les socialistes de faire un buzz médiatique autour du Front National. Je pense que dans cette affaire-là, Jacques Chirac l'avait lancé il y a 8 ans. Est-ce que vous croyez qu'à l'époque aussi, c'était pour faire du buzz sur le Front National ? Mais de quoi me parlez-vous ? Mais Jacques Chirac a été le chef de l'État français qui a eu le courage de dénoncer cette abomination historique, mais ça n'est pas la même chose que de le dénoncer et d'en finir avec cette concurrence des mémoires absurdes pour avoir le courage de dénoncer tout cela. Une autre est de faire un magnifique buzz médiatique au bénéfice du Front National, et les socialistes sont toujours très forts pour le faire en période de campagne électorale. On parle de l'Europe. Il y a deux choses. Vous ne m'avez pas répondu. Un, est-ce que le Front National arrivera avant l'UMP le 25 mai. J'en sais rien. On est en campagne à fond. Mais et vous moi, ne battez pas pour être avant le Front National. Vous me racontez, on n'arrête pas de le faire. Bon. On fait campagne. Je vais moi-même faire des meetings tous les jours. Je suis ce soir à Reims, je vais à Toulouse, à Marseille, à Bourges. Je vais faire un débat d'ailleurs contre Madame Le Pen à la télévision. Mon objectif, il est très simple. Il est de dire aux Français, attention, l'Europe que nous voulons, c'est une Europe dans laquelle que nous pouvons changer de l'intérieur. Bon. Certainement pas de sortir de l'Europe comme le fait que le préconise Madame Le Pen, ce qui serait évidemment catastrophique pour le pays. Henri Guénaud n'arrive pas à se mettre sur la ligne. Laurent Wauquiez a dit mais il n'était pas d'accord avec cette Europe, mais il répondait hier à Xavier Bertrand, oui, je vais voter oui avec l'UMP. Alain Juppé dit si Henri Guénaud ne veut pas voter, qu'il quitte l'UMP. Est-ce que vous dites la même chose ? Je dis qu'il faut être cohérent. Alain Juppé a raison. Il y a un moment où il faut tout de même rappeler qu'on a une famille politique et que même si on peut avoir des nuances, moi j'attends qu'on soit constructif. Vous savez, être constructif sur l'Europe, c'est pas simplement dire ce qui ne marche pas. Bien sûr qu'il y a des choses qui ne marchent pas, mais c'est aussi rappeler tout ce qu'on doit, ce que la France peut faire grâce à l'Europe. Il y avait aujourd'hui dans votre confrère du Parisien un article très intéressant sur un couple d'agriculteurs qui se bat, qui en bavent, qui sont dans la Nièvre et qui disent mais attendez, heureusement qu'on a la politique agricole commune, heureusement qu'on a l'Europe, et qui rajoute, c'est aussi la France qui devrait alléger les coûts, qui devrait se réformer. Eh bien, le message que nous disons, nous, à l'UMP, tous les jours aux Français, c'est balayons devant notre porte. Ayons le courage de réformer la France pour être plus fort en Europe. Parce que vous ne voulez pas parler de la réforme des territoires, vous voulez pas parler de la réforme des territoires, vous n'avez jamais réalisé. Vous allez être reçu, je crois que c'est vendredi, peut-être un des premiers, parce que vous êtes le numéro 1 du plus grand parti d'opposition, l'UMP. Même aujourd'hui, le plus grand parti de France. Par le président de la République, est-ce que vous êtes favorable ou non à la réforme des régions ? D'abord. Je milite depuis des années pour qu'on fusionne les conseils généraux et les conseils régionaux. Je dis à François Hollande que je ne suis pas dupe, que si tout d'un coup il invente cette réforme, c'est pour annuler les élections régionales et cantonales de l'année prochaine dont il a très peur. Je lui dis donc, chiche, si vous voulez faire cette réforme, on passe par un référendum. Pourquoi ? La réponse tout simplement était déjà parce non. Que non. On vous a déjà dit non. Oh là là, attendez. Les socialistes qui donnent des leçons aux autres et qui ont peur du vote du peuple, c'est très intéressant. Juste une chose pour finir, que les choses soient très très claires. S'il s'agit de fusionner les conseils généraux et les conseils régionaux, je suis pour. S'il s'agit de transformer la République française avec 11 régions, ça devient un État fédéral, rien sans l'avis des Français, un référendum avant toute autre chose. L'opposition systématique. Merci Jean-François Copé. Petite question. Mais pourquoi vous dites systématique ? J'ai moi-même fait une proposition de manière très constructive.
Non mais c'est pas pour que vous vous taisiez, mais je note que comme un certain nombre de vos confrères, c'est une grande qualité de votre part, vous êtes intarissable pour nous demander de critiquer, ce qui est normal, mais quand on fait des propositions, vous ne nous laissez pas finir nos phrases. Petite question, Jean-François Copé, il y a une polémique naissante autour de Christiane Taubira, la garde des Sceaux, qui n'a pas chanté la Marseillaise lors de la commémoration de l'abolition de l'esclavage samedi. Elle dit que l'instant appelait plus au recueillement qu'au karaoké d'estrade. Le Front National demande sa démission. Il y a un élu parisien, Geoffroy Boulard, qui demande aussi sa démission. Et vous en pensez quoi ? Je pense tout simplement que ça pourrait être considéré comme une boulette de plus de Madame Taubira, mais ce qui est profondément choquant, c'est qu'elle ait pu qualifier le fait de ne pas chanter l'hymne national en parlant de karaoké d'estrade. Et là, je suis désolé, mais il y a un moment où il faut quand même que chacun assume ses responsabilités. Elle est ministre de la République. Il y a des choses qu'on ne peut pas dire, qu'on n'a pas le droit de dire. Et je pense comme des millions de Français, profondément choqué qu'elle ait pu utiliser ce type de formule. Elle doit démissionner pour ça ? Vous savez, le problème, c'est que, à mes yeux, elle aurait dû démissionner depuis très longtemps, au regard de la politique pénale qu'elle mène, qui est extrêmement laxiste. Je pense que tout ça est intenable, sur le fond comme sur la forme. Il paraît que M. Hollande a maintenant de l'autorité, qu'il est doté d'un Premier ministre qui est très très ferme. Eh bien, nous verrons ce qu'il en est. Pourvu qu'au Brésil, les Bleus ne confondent pas la Marseillaise avec un karaoké dans un stade. Écoutez, je suis heureux que vous ayez pris le dernier mot sur cette formule. Merci beaucoup Jean-François Copé d'être venu ce matin sur Europe 1. Demain, c'est André Valigny qui sera votre invité, Jean-Pierre Elkabbach.